Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de la première saison de Stargirl. Ça continue bien. Alors, on prend directement la suite du premier épisode. J'apprécie parce que j'avais peur qu'il y ait un cut un peu trop violent et qu'on prenne directement alors qu'ils sont en sécurité. Non, on commence directement alors que Courtney est en train de s'enfuir et elle tombe donc sur Pat avec son costume, avec son armure robotique qu'on va appeler Stripe. Alors ça, c'est l'humour que j'ai bien aimé parce que ça me fait penser à plein de références dans les comics. Le fait de d'abord trouver un nom et ensuite essayer d'en faire un acronyme. Et elle essaie de faire ça, c'est comme Shield ou voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un acronyme que j'ai trouvé très con aussi, c'était Good, une organisation qui s'appelle Good dans les comics. Et ils ont essayé de trouver Global Organization quelque chose enfin voilà, of Defense, je crois un truc comme ça, enfin peu importe. Bref, donc il y a cette armure. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment que Courtney est atteinte. C'est-à-dire quand elle rentre, elle est en sécurité et elle tremble. Enfin voilà, c'est pas anodin quoi. Donc ça rajoute vraiment sur la menace des ennemis. Et de toute façon, les ennemis, on sent leur menace dans chaque scène où ils apparaissent. Donc ça, j'apprécie énormément. On travaille un petit peu le méchant avec son fils. Du coup. Surtout la scène où c'est la seule scène où il interagit avec lui en même temps, quand il lui demande d'essayer de lire dans son esprit, donc ça veut dire que son fils, en tout cas il suspecte que son fils aurait les mêmes pouvoirs que lui. Donc, comme Brainwave là est dans le coma, il y a son fils qui pourrait prendre la relève. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il travaille un petit peu l'idée qu'il va peut-être prendre la relève de son père. Alors je sais pas si j'apprécierais trop, parce que les héros vont être des adolescents. Est-ce que j'ai envie que leurs ennemis soient des adolescents? Voilà, je préfère que ça reste comme ça, des ennemis adultes, plutôt que ça devienne les adolescents qui sont dans le même lycée, que ça devienne un truc trop lycée en fait. Parce que là encore, la vie du lycée, on la voit quasiment pas. Donc, alors peut-être que quand ils vont la travailler, ça va me plaire la vie du lycée, mais c'est pas ma priorité. Pour l'instant, moi, c'est l'intrigue avec les méchants là, l'Injustice Society. Qui cherche quelque chose. Apparemment, ils cherchent à tester quelque chose, en tout cas dans cette ville, de ce que j'ai compris. On sait pas exactement tout, mais c'est Icicle donc qui dirige. Et il a demandé à Wizard de diriger sur place pendant que lui est en train de faire quelque chose d'autre. Et toutes les pièces, vraiment, ça semble bien. Avec Pat, notamment, qui est pas là parce que l'Injustice est là. Il est là parce qu'il a enquêté. Hourman était arrivé ici. Il est mort dans un accident. Donc, clairement, il a été tué par l'Injustice Society. Et après ça, donc, Pat est revenu, il a trouvé aucune trace de l'Injustice Society, il est tombé amoureux de la mère de Courtney, et ensuite, voilà, ça s'est enchaîné. Donc, il est pas venu là à la poursuite des autres, parce que j'aurais trouvé ça aussi un peu bizarre, parce que je m'étais fait réflexion de s'il est vraiment là pour poursuivre les ennemis, il a amené toute sa famille avec lui, c'est pas très malin de sa part. Donc, non, il était convaincu qu'ils étaient plus là, sinon il serait pas venu. Et alors, on travaille pas mal la relation Courtney et Pat avec, alors au départ, la version de Courtney où j'ai vraiment envie de lui foutre des beignes, parce qu'elle arrête pas de s'en prendre à Pat, à lui exiger des explications et tout. Enfin, vraiment, j'ai envie de la remettre à sa place. Mais il y a le passage où vraiment elle va changer d'attitude face à lui, c'est quand il va se mettre en danger pour attaquer Brainwave, tout en lui disant voilà, j'aime ta mère, toi tu restes là, tu fais pas risquer ta vie, tu vas pas risquer ta vie, je vais pas te laisser risquer ta vie, moi je vais y aller. C'est là vraiment on sent le changement quoi. Et j'apprécie parce que vraiment, enfin Courtney, j'avais vraiment envie de lui mettre des claques pendant toute la première partie, un peu comme la première partie de l'épisode 1 aussi, hein. Son attitude dans la bagnole et tout, mais au moins, il y a une vraie progression des deux et un vrai lien entre les deux qui commence à se former. Donc, très bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'épisode? Ah oui, alors un point. J'ai eu peur qu'il nous fasse ça parce qu'il y a quelques scènes. Brainwave qui est à la recherche de Courtney. Donc, il a le seul élément qu'il a, c'est sa mémoire et sa photo de lycée là, un peu carbonisée. Donc, il a pas de piste, mais au moins j'aime bien le fait qu'il va chercher quand même. Il va chercher les trucs. Et il y a pas mal, il y a deux scènes vraiment, mais ça dure un petit peu où les personnages se croisent sans se voir. Typiquement quand il est en arrière-plan de la conversation Skype quoi.
Ouais, évidemment, il va tourner la tête au moment où hop, c'est coupé. Évidemment, et elle le voit pas, bien sûr. Et aussi dans le gymnase où il se tourne un peu autour. Dans le gymnase, je me dis ah non, ils vont pas faire un truc du genre finalement, et ils passent encore à côté. Heureusement non, heureusement. Comme Courtney est aussi un peu conne, c'est 100% de sa faute. Hein. Elle tombe dessus et il découvre grâce à elle l'identité de sa mère et il peut la menacer. Donc c'est 100% à faute de Courtney et en plus c'est Pat derrière qui va assumer les conséquences. Alors certes, Courtney va le sauver après et ça sera j'ai que 2 points négatifs sur cet épisode. Le deuxième qui est quand même le plus grave, qui est le combat final. Bah du coup je vais en parler tout de suite hein, et je ferai le premier point négatif juste après. J'ai trouvé le combat assez faible, beaucoup trop statique en fait. Surtout avec le bâton, de ce qu'on a vu du bâton, c'est beaucoup trop statique. En plus, face à un télépathe et quelqu'un qui utilise aussi la télékinésie, on pourrait avoir un combat très dynamique. À un moment, quand il se cache derrière la voiture, franchement, j'étais convaincu qu'ils allaient rester cachés et continuer à envoyer des trucs. Sauf que non, il pousse la voiture et il reste figé sur place. Bah, t'es con. Enfin, mets-toi à couvert. Il peut se mettre à couvert et balancer des trucs. Et là, il se fait battre. Le combat est un peu trop statique. Ça encore, je peux passer. Mais après, il se fait battre. C'est un peu débile et un peu pratique. Le bâton qui marche plus parce que Courtney l'a lâché, alors qu'on a vu qu'il est capable d'agir tout seul. Et en plus, il aurait pu agir tout seul. Ça aurait pu être bien dans le combat. Et surtout, je comprends toujours pas exactement ce qui se passe. Est-ce que donc, elle met le bâton sur son front? Est-ce qu'elle est au courant que ça va faire quelque chose? Ou pas du tout? Parce qu'elle peut communiquer avec le bâton. Donc, est-ce qu'elle est au courant vraiment que ça va faire quelque chose? Et ce que ça va faire précisément? Et ensuite, la vague d'énergie, est-ce que c'est le bâton? Est-ce que c'est Brainwave? Est-ce que c'est un mélange des deux? Là, j'avoue que c'est pas très clair. On voit les trucs qui commencent à léviter, donc c'est peut-être les pouvoirs télékinésie de Brainwave. En même temps, c'est peut-être aussi les pouvoirs du bâton. Parce que le bâton peut voler, donc peut-être qu'il peut faire léviter les trucs aussi. J'en sais rien. Mais voilà, je trouve ça un peu bizarre la façon dont ça intervient. On comprend pas vraiment exactement ce qui se passe. Même elle sait pas s'il est mort ou pas le personnage. Donc, alors après il y a aussi l'idée qu'ils savent pas non plus vraiment comment fonctionne le bâton. Donc eux aussi comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer. J'aurais préféré encore que le bâton le fasse tout seul, sans que Courtney le prenne en fait, qu'il réagisse tout seul comme mécanisme d'autodéfense et que les personnages se demandent mais vraiment qu'est-ce que c'est ce bâton, qu'est-ce qu'il peut faire, voilà, là, ça m'aurait davantage plu que ce qu'on voit là. Après que le combat soit pas très dynamique, bon, c'est qu'une série télé, même s'il y a un peu plus de budget que les autres séries de la CW, ça reste une série télé. C'est pas un budget de malade, ils peuvent pas tourner 50 plans différents. Voilà, je comprends très bien. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus dynamiques. Par exemple, dans les mouvements de Courtney, je pense qu'ils auraient pu le faire. Surtout face à de la télékinésie, quoi. Tu mets le personnage qui se planque, mais vraiment. En plus, il lui a demandé de venir à cet endroit. Donc il pourrait se planquer quelque part, et dès qu'il voit sa cible, hop, il balance plein de trucs. Elle est obligée de faire des acrobaties un peu dans tous les sens pour essayer d'éviter, essayer de le localiser et tout. Je pense qu'avec ce combat, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Après, c'est aussi les premiers épisodes, donc ils ont peut-être pas envie de dépenser tout le budget sur l'un des premiers combats. Mais bon, le premier vrai combat contre Brainwave, je trouvais que Brainwave était beaucoup plus compétent que dans celui-là et vraiment beaucoup plus menaçant. Et aussi, le fait de le mettre dans le coma, c'est assez pratique parce qu'il connaît l'identité de Stargirl. Évidemment, il l'a dit à personne. Il a précisé à personne qu'il allait l'attendre là, que elle s'appelait comme ça, que sa mère c'était machin et tout. Évidemment, il a prévenu personne, hein. Sinon, ça serait pas drôle. C'est un peu pratique. Voilà. L'autre scène que je trouvais un peu bizarre, c'est pas qu'elle est dérangeante, c'est que je l'ai trouvé bizarre dans la chronologie de l'épisode et la scène en elle-même, qui en plus c'est en plusieurs plans. C'est l'entraînement entre guillemets de Pat avec Stripe, puisqu'elle se déroule apparemment dans la nuit, puisque c'est sur 2 jours en plus, donc ça se déroule apparemment dans la nuit après l'attaque contre Courtney et avant le matin qu'on voit. Donc ça veut dire qu'il aurait fait ça vers 5-6 heures du mat, alors qu'il fait plein jour dehors. Et en plus, la scène, elle se répète 3-4 fois. Je crois qu'il y a 3 fois où il teste son Stripe, le point là, le point Goldorak, et ça échoue à chaque fois. Donc il n'y a pas non plus de progression dans le sens où on le voit pas réussir. À chaque fois, ça échoue différemment, mais ça échoue. Donc je trouve ça la scène est très bizarre, je trouve, et chronologiquement, elle s'insère pas très bien et elle sert pas à grand chose.
C'est même pas pour montrer une particularité du robot, parce que le fait qu'il envoie son point, bah, on le découvre à la fin, il n'y a pas besoin de le mettre en avant plus tôt. Enfin, j'ai rien contre la scène, mais c'est assez bizarre. Et en plus, c'est de l'animation CGI, donc ça demande du temps, déjà du temps de rendu, mais du temps pour l'animer. Le modèle est déjà fait, d'accord, mais il y a du temps pour l'animer et tout, donc le temps de filmer aussi, parce qu'il y a des scènes où on le voit à l'intérieur. Pareil, c'est pas non plus monstrueux, mais tout ça, c'est du temps et de l'argent gâché. C'est un peu bizarre. Il y a un nouveau méchant qui est intéressant. Enfin, c'est pas un nouveau méchant, mais on s'intéresse plus à un des méchants qui est déjà présenté. De toute façon, j'ai l'impression que quasiment tous les méchants ont été présentés. Même si on ne sait pas forcément qu'ils en sont, j'ai l'impression qu'on les a tous montrés. Donc c'est le The Wizard, qui pourrait être un antagoniste intéressant, puisque clairement il est posé que il est quand même plus du côté de sa famille que du côté du plan. Il y avait un plan, mais maintenant qu'il a sa famille, ben il s'est un peu plus tourné du côté de sa famille. D'ailleurs, c'est ce que dit Brainwave. Si je t'en avais parlé, tu te serais enfui avec ta famille, point. Donc il pourrait y avoir quelque chose entre son tiraillement entre le fait de suivre les autres et un peu d'avoir peur aussi de ne pas les suivre, et sa vie de famille. Donc là, on pourrait y avoir un antagoniste assez intéressant à traiter, on verra ce que ça donne, mais clairement il n'est pas à 100% avec l'Injustice Society. Donc à voir, mais je pense qu'il y a du potentiel. Il y a un truc alors avec sa femme, il me semble que c'est sa femme à la fin, qui réagit à Pat. Alors je suis pas sûr de pourquoi est-ce qu'elle réagit à Pat. Est-ce qu'elle réagit à Pat parce qu'il lui a tapé dans l'œil? Est-ce qu'elle réagit à Pat parce qu'elle l'aurait reconnu de quelque chose? Je sais pas, leur interaction est assez bizarre. Je sais pas exactement ce qui se passe entre les deux. Mais bon, ça pourrait attacher le Wizard du coup à Pat et à Courtney par conséquence. Donc à voir tout ça. Il y a Icicle évidemment qui revient. On découvre un peu plus, donc c'est celui qui dirige la boîte dans laquelle bosse la mère de Pat, la mère de Courtney. Qui donc, alors c'est lui que je croyais être le Wizard, et en fait c'est l'autre. Alors ce qui est marrant, parce qu'ils apparaissaient dans la même scène. Mais c'est vrai que comme il jouait avec sa pièce, je sais pas pourquoi, la pièce ça me fait penser à un truc de magicien. Et je suis allé chercher, apparemment c'est un autre méchant qui s'appelle le Gambler, donc le parieur en français, le joueur. Du coup oui, ça fait sens qu'il jouait avec une pièce. Donc là on découvre pas grand chose de lui, à part le fait que ça a l'air d'être un connard narcissique, puisque il demande des idées à tout le monde, juste pour pouvoir se glorifier, de dire ah bah personne n'a des idées, donc on va encore utiliser les miennes. J'ai l'impression que c'est juste ça. Donc il attend que personne ne donne d'idées, et toutes les idées qu'on lui donne, elles sont forcément mauvaises. Et ensuite il dit bah comme vous avez aucune idée, bah on est incapable, c'est moi qui vais faire tout le boulot pour vous. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça le personnage, le côté narcissique de ouais c'est moi qui ai toutes les idées. Bah là il est un peu étrange, mais bon on n'en découvre pas trop de ce personnage. Et il y a Icicle qui revient. On voit que Solomon Grundy est présent dans la ville. Alors il y a de l'humour aussi qui marche plutôt bien, je trouve. Après c'est toujours subjectif, mais par exemple l'humour au réveil sur tiens je suis tombé dans les escaliers, bah, moi aussi. Et ce que j'aime bien c'est que les personnages traitent ça comme quelque chose de réaliste. C'est-à-dire que enfin les deux personnages là, la mère et le gamin, se rendent bien compte qu'il y a un truc qui est pas net dans l'histoire, qui raconte un peu des conneries quoi. On voit, alors ils poussent pas à chercher plus loin, mais on voit bien qu'ils sont pas crédules. Ça j'aime bien, on passe pas juste dessus quoi. Après la conversation s'enchaîne, d'accord, mais on voit que les deux personnages sont pas débiles quoi. Ils ont compris qu'il y avait autre chose, mais ils poussent pas le sujet. Il y a la séquence qui était plutôt amusante sur le costume, quand elle taille le costume, puisque en plus on te montre que le costume est vraiment résistant. C'est pas aussi facile que ça quoi de le modifier. Et rétrospectivement, après, à la fin de l'épisode, je me suis dit, mais en fait, elle se rend compte qu'elle a un costume qui est ultra résistant, et quelle est sa solution? Bah, je vais tailler des dents pour exposer le plus de peau possible. C'est un peu con, quand même. Du moment où tu vois que ton costume est ultra résistant, que tu le tailles pour qu'il aille un peu mieux à ta taille. Oui. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a taillé plus que nécessaire. Alors peut-être qu'elle pouvait pas faire autrement pour l'ajuster, mais j'ai quand même l'impression qu'elle a taillé un peu plus que nécessaire, alors que le truc avait l'air d'être protecteur. C'est un peu genre tu prends, dans les armures récentes, tu prends l'armure de Batwoman, qui résiste à tout, quasiment, et hop, tu taillettes dedans. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, j'ai bien aimé le fait qu'elle ait besoin d'utiliser 6 ou 7 machines à coudre, parce qu'elle rend de l'âme à chaque fois tellement le truc est résistant.
Voilà. Ce qui se passe au lycée, il y a pas grand-chose. On voit un tout petit peu plus des deux filles. Bon, il y a pas grand-chose à en dire. On voit que l'autre est un peu bizarre. Je crois que c'est Beth. Je crois que c'est ça, hein, Beth, celle qui est avec ses parents. Voilà, elle est un peu bizarre quand même je peux comprendre vraiment qu'on l'ait isolée au lycée, hein, puisqu'elle dîne avec ses parents en FaceTime. C'est un peu strange quand même, hein. Alors est-ce que c'est un truc du genre les parents qui sont jamais à la maison, du coup elle essaie de se rattraper avec ça, ou les parents qui sont peut-être séparés ou ce genre de choses et elle essaie de les réunir. Je sais pas exactement, mais voilà, il y a une vie de famille un peu bizarre là-dedans. En tout cas, elle doit mal vivre sa vie de famille ou quelque chose dans le genre-là. On verra où ça mène, hein. Pour l'instant, ils sont pas très travaillés. On met des petites touches comme ça, donc je sais pas lequel, parce qu'on voit pas le garçon. Et comme ils viennent de parler de Our Man, je suis convaincu que ce sera lui, Our Man. Alors, j'ai pas revu les trailers pour être sûr que c'est son visage, mais je vois pas qui d'autre ça pourrait être que lui en Our Man. Donc, je pense que ça sera lui, clairement. Quel est son lien avec Our Man? Puisque je suis sûr que Our Man a été tué par l'Injustice Society. Donc, est-ce que et en plus ils venaient dans cette ville. Donc, est-ce qu'il est lié à Our Man? Est-ce que ça serait le fils? Je suis pas sûr, je connais pas trop les personnages. Donc, est-ce que ça serait le fils? Ça pourrait être logique et du coup, il serait là aussi pour apprendre peut-être ce qui arrivait à ses parents et ça le permettrait de le réunir avec Courtney pour en apprendre davantage sur tout ce qui s'est passé. Donc, c'est une possibilité. Je sais pas lequel des trois aura ses pouvoirs ou en tout cas son costume, parce que à part Wildcat, par la version féminine de Wildcat, je crois que les Our-Man et Dr. Midnight n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Il me semble pas en tout cas. Wildcat, je sais que le mec au départ n'en avait pas, mais que la fille en a. Alors je sais plus exactement lesquels, mais certainement un truc genre une force accrue ou peut-être des réflexes, genre des réflexes félins ou des trucs comme ça. Je crois qu'elle avait ça dans les comics. Donc on verra, peut-être qu'elle a déjà ses pouvoirs la fille, ou alors ils ont pris une autre version, peu importe. On verra tout ça. Pour l'instant, ça continue vraiment bien. Les méchants sont réellement menaçants, sans tomber dans du gore ou de l'horreur ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment menaçants avec le Brainwave à la fin là qui essaie de la lobotomiser et qui dit voilà, j'oublie à quel point c'était jouissif. Tu sens que voilà, ce sont des ennemis. Icicle à la fin, tout con, hein. J'ai déjà tué un Starman, je peux en tuer un autre. Là voilà, tu sens que ce sont des méchants qui vont pas plaisanter, qui vont droit au but. Donc ça fait plaisir. Et globalement voilà, il y a pas grand chose. J'ai des points négatifs, comme j'ai dit, hein, il y a des points négatifs, il y a pas de souci. Mais c'est plutôt une des très bonnes séries. C'est pas la meilleure, hein, mais c'est une des très bonnes séries qui sont sorties. Récemment, en tout cas, par rapport à toutes les séries de la CW, clairement, c'est la meilleure. Hein. Si on compare que les séries CW de super-héros, pour moi, là, les deux premiers épisodes, pour l'instant, c'est la meilleure. Après, c'est que 2 premiers épisodes. Ça peut complètement dégringoler à la suite, hein, je dis pas. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.